Bonsoir à toutes et à tous. Ça va être un sujet plus léger que les autres thèmes abordés dans les forums de cet été. Malgré tout, vous verrez à la conclusion qu'on raccrochera nos wagons par rapport à la montagne durable. Si j'ai bien fait mon boulot, ça coulera de source. C'est un sujet sur lequel je ne suis pas spécialiste. La réflexion sur la vie et puis la vie à travers l'univers. Mais c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps et je voulais en parler. Et du coup, je vous invite à un petit voyage ensemble. Alors, on a appelé cette conférence Planète improbable, la Terre est-elle une exception cosmique? On va essayer de répondre à cette question, mais on va probablement pas pouvoir y répondre. Voilà. Fin de la conférence, vous pouvez rentrer. Non, on va aborder des pistes qui vous permettront peut-être de vous faire un avis sur la question. Donc, si vous perdez en GPS, le système solaire est ici. Donc vous pouvez vous retrouver facilement. Ça, c'est notre merveilleuse Voie lactée, qui est composée de milliards d'étoiles et de planètes. Donc il y a quelques planètes dans le système solaire, mais il y en a évidemment encore plus dans la Voie lactée. Ça, c'est seulement notre galaxie. Des galaxies, il n'y en a pas des millions, pas des milliards, mais des billions. Donc ça se compte exposant 10.12. Ça dépasse l'entendement, l'esprit humain ne peut pas comprendre. Et donc ça, c'est ce qu'il y a en galaxie. Évidemment, comme dans les galaxies, il y a des étoiles, des soleils, proche des soleils, il y a environ 1,6 planètes qui gravitent autour. Et du coup, forcément, si on a déjà des billions de galaxies, on a des trilliards de planètes potentielles sur Terre. Alors, comme je vous l'ai dit, ça c'est notre petit système solaire avec quelques planètes et notre petite naine jaune. C'est un pléonasme. Et là, c'est notre position dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie, vous la voyez reportée ici. Alors ici, il y a un petit peu de lumière, mais vous voyez la galaxie d'Andromède qui se rapproche de notre Voie lactée. Ces deux galaxies vont se percuter dans quelques milliards d'années. Et ce groupe local de deux galaxies est aussi en déplacement, en expansion, d'une certaine manière. Et on va rejoindre tôt ou tard, enfin plutôt tard, d'autres amas qui existent. Donc c'est assez vertigineux de se rendre compte qu'il y a autant de planètes dans notre univers observable. Et du coup, est-ce qu'il n'y a qu'une seule planète qu'on connaît qui abrite la vie? Est-ce qu'on est une exception? C'est la réflexion que je vous invite à prendre. Alors quand on parle de vie, on parle de quoi? Évidemment, il y a des scientifiques qui se sont intéressés à ça. Je vais citer notamment Stanley Miller, qui est un biologiste américain qui, dans les années 50, s'est amusé avec un peu d'eau, quelques gaz et des électrodes à recréer les premiers éléments de la vie, des acides aminés, des protéines. Alors, il n'a pas créé la vie ex nihilo à proprement parler, mais il a on va dire, réussi à créer les premiers constituants qui permettent de faire les premières cellules. Et donc il a un résultat proche de ce qui s'est passé sur Terre il y a 3,5 milliards d'années. Donc là, il y a 3,5 milliards d'années, on ne parle pas de vie complexe, c'est vraiment de la vie primitive. Et ça a été très long, mais la vie s'est complexifiée. Et entre une vie primitive, une vie complexe et l'avènement de civilisation, il se passe énormément de choses. Il y a un grand fossé. Alors, l'histoire de la Terre en 24 heures chrono. Ici, vous avez représenté une horloge avec, à 0 heure, la formation de la Terre. À 3,5 millions d'années, c'est l'apparition des premières signes de vie. Donc, c'est à 4h10 du matin. À 17 heures, c'est les premiers organismes multicellulaires. C'est la vie complexe, d'une certaine manière. Donc, ça arrive quand même déjà assez tard. 23h40, pour l'anecdote, la disparition des dinosaures. Et les humains
avec cette vie complexe intelligente, douée d'abstraction, elle arrive qu'à 4 secondes de la fin. Donc ça arrive vraiment très très tard. Et vous voyez ici d'autres groupes, les hominidés, les mammifères, les plantes, les animaux, etc. Et aujourd'hui, alors selon quelques astronomes, enfin là je vais citer l'astronome russe Karachev, on est une civilisation de type 1. Alors c'est des réflexions qui ont eu aussi lieu dans les années 50, qui sont à cheval entre de la science et de la science-fiction. La civilisation de type 1, selon Karachev, c'est une civilisation qui est limitée par l'énergie qu'elle peut puiser de sa planète et qui peut se permettre des voyages à travers son système solaire et pas au-delà, pas à travers la galaxie. La civilisation de type 2, c'est une civilisation, alors c'est un peu science-fiction, hein, c'est une civilisation qui est capable de puiser de l'énergie d'autres planètes et des ressources d'autres planètes pour pouvoir coloniser sa galaxie. Et une civilisation de type 3, c'est une civilisation qui peut voyager de galaxie en galaxie, mais sur des temps longs. Fermeture de la parenthèse, donc aujourd'hui, on est une petite civilisation de type 1. Alors, avant de s'interroger sur quels sont les indispensables pour avoir une vie sur une planète, on va déjà raisonner sur nos voisines les plus proches. J'imagine que vous connaissez tout ça par cœur. On va commencer par la première planète, qui est la plus proche du Soleil. J'ai mis des points positifs, des avantages, des bénéfices pour la vie et des points négatifs. Est-ce que parmi vous, vous voulez participer et est-ce que vous avez quelques idées sur les avantages et les inconvénients que pourrait avoir Mercure pour accueillir la vie? Tout à fait, des températures extrêmement élevées. Alors dans les positifs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Celle-là, c'est difficile à trouver. Vous avez de l'eau gelée dans les cratères. Mais c'est contre-intuitif parce qu'on vient de dire qu'elle est trop proche du Soleil. Pourquoi? C'est pas facile. Alors dans les cratères, c'est toujours à l'ombre. Donc si on a de l'eau gelée, c'est qu'il fait vraiment très très froid à l'ombre. Et quand il fait très très froid à l'ombre, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Soit la planète, elle ne tourne pas suffisamment, elle a une face à l'ombre trop longue. Soit elle a par exemple pas d'atmosphère, et du coup elle n'a pas d'inertie thermique. Donc quand elle est exposée au soleil, il fait horriblement chaud, 430 degrés. Donc 430 degrés, on fait griller des merguez en 1 seconde. Et du coup, quand elle est exposée à l'ombre, il fait moins 180 degrés. Donc voilà, des variations de température démentielles. Et surtout, ce qui fait qu'elle n'a pas beaucoup d'inertie thermique, c'est le fait qu'elle n'ait pas d'atmosphère. L'atmosphère, il y a un effet qui est bien connu, qui est l'effet de serre, qui est plutôt bénéfique pour nous, même s'il ne faut pas en avoir de trop, on en reparlera plus tard. Mais cette planète n'a pas d'atmosphère, donc elle ne retient pas la chaleur, tout s'évacue immédiatement. Donc celle-là, mauvaise candidate pour aller y vivre, ou pour y découvrir de la vie. Vénus. Est-ce que vous connaissez quelques informations sur cette planète qui seraient bénéfiques à la vie? Alors Vénus, la Terre étant ici, elle est juste après Mercure, elle est un peu plus proche du Soleil que la Terre. Alors on a parlé d'absence d'atmosphère sur la planète précédente. Là, elle a trop d'atmosphère, celle-là. Donc, on va quand même passer ses points positifs. Elle a une bonne gravité, elle a la bonne taille. Elle n'a pas ou peu de radiation, parce qu'il se trouve que le Soleil émet énormément de radiation, et ça fait reset de la vie en permanence, sauf si vous avez une planète qui peut filtrer par son atmosphère et par son champ magnétique ces radiations. Elle a un petit peu plus d'énergie que sur Terre, puisqu'elle est un petit peu plus proche du Soleil, donc ça c'est plutôt bénéfique. Il ne faut pas que ça soit trop, mais c'est plutôt bénéfique. Par contre, trop d'atmosphère. Elle a une atmosphère 90 fois plus forte que celle sur Terre. Sur Terre, on a une atmosphère, on a déjà sur les épaules, en permanence, 650 kg d'air. Là, vous multipliez par 90. Donc c'est étouffant, c'est écrasant. Et en plus, là, on parlait de gaz à effet de serre, vous avez 96% de l'atmosphère
qui est constitué de CO2, le fameux, un des gaz à effet de serre, mais le plus représenté. Donc du coup, il fait des températures supérieures à 465 degrés en permanence sur la planète. Et je vous passe les pluies d'acide sulfurique, les orages, les tempêtes qui durent des semaines et des mois avec des vents qui dépassent les 400 km/h. Moi, je ne vais pas foutre mes pieds là-bas, je dis tout de suite. Même si on me paye le voyage. Et l'eau a déjà totalement été évaporée de la planète. Est-ce que vous avez une idée de la concentration de notre atmosphère en CO2 ? Pour avoir un climat stable, enfin un climat relativement tempéré tel qu'on l'a actuellement. C'est 0,041%. Donc c'est rien du tout à côté de ça. Et 0,41%, ça permet déjà à la Terre, plutôt que d'avoir moins 18 degrés en moyenne, donc pas d'inertie thermique, ça lui permet de conserver un petit, je crois, mondialement ça doit être, alors je ne sais plus exactement, mais des températures au-delà de 10 degrés en moyenne. Ça doit être 12 ou 15, je ne sais pas exactement. Alors on va sauter la Terre, on va passer à Mars. Mars, c'est une qui est très convoitée pour l'exploration, et c'est une où on s'est beaucoup et souvent posé la question, y a-t-il de la vie sur cette planète ? Quels sont ses avantages ? Bon, je vais... Alors, il y a de l'eau, il y a eu de l'eau il y a 500 millions d'années. Elle n'est pas très loin, absolument, elle n'est pas très loin. Elle n'est pas trop mal placée puisqu'elle est encore proche du Soleil, mais pas trop. Je ne sais plus ce que j'ai marqué. Oui, elle est située dans la zone habitable, donc elle est plutôt favorable, même s'il fait un peu plus froid. Comme la planète Terre, elle a des journées de 24 heures, alors ça a l'air de rien, mais c'est un gros avantage. 4 saisons, c'est un gros avantage aussi pour la vie. Et elle a de la présence d'eau gelée. Et bon, il se trouve qu'il y a 500 millions d'années, Mars était chaude et humide, puisqu'elle avait une atmosphère. Elle n'a pas su la garder. Est-ce que vous savez pourquoi ? Elle a une gravité trop faible. La gravité, ça permet de faire des sélections sur les éléments que vous gardez ou non dans votre atmosphère. Les éléments les plus légers s'enfuient, c'est en fonction de la gravité. Donc là, elle est 6 fois moindre que sur la Terre. Donc Mars a eu une atmosphère, mais elle n'a pas su la garder. Et maintenant, elle a encore un petit peu d'atmosphère, pas beaucoup. Et tout ça est balayé par les vents solaires et elle perd des quantités énormes de matière, enfin d'atmosphère, chaque jour qui passe. Et donc peu d'atmosphère, 250 fois moins que sur Terre. Elle n'a pas d'activité volcanique, vous verrez que ça a une importance. Et elle a un champ magnétique qui est faible. Et comme je vous disais, le champ magnétique, ça c'est un des points incontournables de la vie. Si vous êtes balayé par les vents solaires, vous prenez trop de radiation et ça c'est vraiment très pénalisant pour une vie primitive, ça pourrait marcher, mais une vie complexe, puis des civilisations, là on en est loin. Et puis il fait trop froid, moins 63 degrés en moyenne. Peu d'énergie, c'est difficile à récupérer. Donc c'est pas, on fantasme beaucoup sur cette planète. Il y a 500 millions d'années, oui, maintenant non. Faut pas foutre ses pieds là-bas, c'est nul. C'est un peu mieux que Vénus, mais c'est nul. Jupiter et Saturne, ce sont plus des planètes telluriques, il n'y a pas de sol dur sous nos pieds, ce sont des planètes dites géantes gazeuses. Des avantages, il n'y en a pas, zéro. Hein. On peut tout de suite se passer ce temps d'échange. Et c'est une planète gazeuse qui, elle, a trop d'atmosphère aussi. Et quand elles sont trop grosses, elles ont trop de gravité, la pression atmosphérique est très forte, la gravité est très forte, puisque l'astre, plus l'astre est gros, plus la gravité est importante. Cette planète, elle garde dans son atmosphère l'hélium et l'hydrogène, qui sont les éléments les plus légers. Donc ça, ce n'est pas du tout bénéfique à la vie. Et puis, je passe les cyclones infinis. On voit souvent une image sur Jupiter, avec une grosse zone chamboulée. Ben ça, c'est un cyclone depuis qu'on l'observe, depuis l'Antiquité. Ce cyclone n'a pas désenflé. Il est toujours aussi gros et il ne s'arrête pas. Donc, on ne va pas sur cette planète non plus. Nul, zéro. Saturne, pareil, hein, on ne va pas y passer non plus trop de temps. C'est une géante gazeuse, les mêmes problèmes. Bon. Par contre, ces deux planètes, elles ont des lunes.
des lunes de taille raisonnable, plus petites que la Terre évidemment. Pour Jupiter, elle a 4 lunes. Il y en a une qui est un petit peu intéressante, c'est Europe. Il se trouve qu'elle a un océan sous la glace. Alors il fait quand même très froid, hein. Elle n'a pas que des avantages, il y a un océan sous la glace. Elle a une atmosphère qui est constituée d'oxygène, c'est plutôt positif. Et puis elle a du volcanisme. Le volcanisme, on en parlera plus tard, ça a une grande importance. Mais il fait très froid, la gravité est très faible, donc on fait des bonds gigantesques. Et surtout, et ça c'est le pire, Jupiter émet énormément de radiation. Cette planète n'est pas protégée contre les radiations. Donc y vivre là-bas, l'espérance de vie, elle est très très faible, sauf si on a un bouclier de plomb qui nous entoure. Ça rend le voyage moins intéressant. Titan, qui est une des lunes aussi intéressante, plutôt de Saturne, c'est la planète avec toutes les ressources qu'on convoite habituellement. Donc elle est composée, elle a une atmosphère qui est très dense, elle a 98% de diazote, et une gravité qui est faible. Sur cette planète, je pense que s'il n'y avait pas les inconvénients que je vais citer en bas, ce serait très rigolo de s'y promener parce qu'on pourrait voler, littéralement. Il y a une atmosphère qui est dense et une gravité qui est faible. Donc il suffirait qu'on batte un petit peu des bras et puis on pourrait s'envoler et puis s'exposer aux affres des radiations de Saturne et geler immédiatement. Bon, c'est pas que bien, hein. Il y a des océans, des mers et des rivières, mais pas constitués d'eau, constitués d'hydrocarbures, notamment du méthane, mais pas que. Donc ça, c'est une planète qui est convoitée pour ses richesses pétrolières, si je puis dire. Elle a peu de radiation, celle-là, contrairement à Jupiter. Riche en ressources naturelles, et il y a de l'eau en profondeur. Bon, malgré tout, y vivre, c'est pas concevable. Donc, on a fait la lune de Titan, maintenant on va passer à Uranus et Neptune. Ce sont des géantes gazeuses de glace, donc des géantes de glace. Pour les mêmes raisons que précédemment, néant pour les avantages, et puis les inconvénients, température absolument glaciale, des vents un peu forts, une obscurité infinie, il n'y a pas d'énergie à récupérer, on est vraiment aux confins de notre système solaire. Et puis, elle a aussi un temps de rotation, une orbite qui est très longue. Et vous pouvez naître sur cette planète et ne pas avoir fait un tour. et donc ne pas revivre un été uranien. Dommage. Et pour Neptune, c'est encore pire. Bon. La Terre, je l'ai faite à la fin. Elle est idéale. Alors c'est un peu anthropocentré de le dire, mais elle est idéale pour ce qu'on recherche. Bon, par contre, il y a trop d'humains. Bon, c'est une blague, hein, je ne suis pas malthusien, évidemment. Donc, on a vu un petit peu sur nos proches voisines les avantages quelques avantages et inconvénients qu'il pouvait y avoir à la vie. Maintenant, on va égrener toutes les règles, et il y en a beaucoup, qui font qu'on peut envisager une vie complexe. Le premier critère, la taille. La taille, ça compte. Alors, la taille, ça joue sur la gravité de la planète, on l'a vu précédemment. Si la gravité est trop faible, on ne retient pas l'atmosphère, on ne retient pas l'eau. Il nous faut de l'eau, hein, ça c'est important, on verra plus tard. Si on a une atmosphère trop forte, on a des composés qu'on ne veut pas, qui restent piégés, comme pour les planètes gazeuses, on a l'hydrogène et l'hélium. La taille, ça compte aussi pour le Soleil. Nous, on a une naine jaune. C'est un astre qui est assez commun, qui est de taille moyenne, on va dire, un peu gros. Le Soleil, il est un petit peu trop gros, notre Soleil, il consomme beaucoup son énergie, beaucoup trop vite, mais on sera mort qu'il n'aura pas fini de tout consommer. Les plus petits soleils, c'est plus intéressant. Par contre, ils sont un petit peu plus nerveux. Ils vivent plus longtemps, ils peuvent vivre jusqu'à 20 milliards d'années. Nous, notre Soleil, il va disparaître entre 10 et 15 milliards d'années. Mais il y a des explosions solaires plus fréquentes. Et quand on a un petit Soleil, pour pouvoir avoir suffisamment de chaleur, il faut que les planètes soient suffisamment proches. Et quand les planètes sont proches du petit Soleil,
il y a un phénomène qu'on observe souvent, c'est le tidal locking. C'est que la planète, au début, elle est en rotation autour, et elle est en rotation autour de son axe. Et au bout d'un moment, elle arrête d'être en rotation, et elle montre toujours la même face à son Soleil. Ce qui fait que sur une face, vous avez très très chaud, et sur une autre face, vous avez très très froid. Et donc, vous pouvez vivre que dans une périphérie entre ombre et lumière. Donc ça, c'est aussi un frein à la vie, le tidal locking, qui arrive assez souvent. Donc j'ai parlé de la taille, maintenant je vais parler de la position. On se demande si on parle de planète. Donc la position, c'est important aussi. La position par rapport au Soleil, c'est la fameuse zone habitable dont on a parlé précédemment. Donc pas trop près, pas trop loin, trop froid, trop chaud. Donc il y a des critères précis pour définir ce que c'est que la zone habitable. Dans notre système solaire, ça représente seulement 0,6% de tout l'espace. C'est très faible. Et il faut une orbite qui soit équilibrée. Quand vous tournez autour de votre astre, vous avez généralement un petit rayon et un grand rayon. C'est ce qu'on appelle les périhélies et les aphélies. Alors je ne connaissais pas le terme avant de me renseigner. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de grandes différences entre l'été et l'hiver. Pour Mars, par exemple, il y a une différence de plusieurs millions de kilomètres entre le grand axe et le petit axe. Il fait beaucoup trop froid l'hiver et trop chaud l'été. La Terre, elle a un bon équilibre. Il y a aussi la position par rapport aux autres planètes. Comme je vous disais, on a une énorme planète. Je crois que dans Jupiter, on peut mettre 1300 terres en volume. C'est énorme. Cette planète, c'est controversé, mais beaucoup de scientifiques se sont posé la question du fait qu'elle ait attiré beaucoup d'astéroïdes et qu'elle soit un bouclier astéroïde. Donc finalement, quand vous avez cette sœur jumelle un peu grande qui vient récupérer tous les petites météorites qui passent ici et là, ça protège la planète. Et du coup, ça donne des conditions de stabilité et de vie plus pérennes. Donc ça peut aussi jouer un rôle important. Toujours pour la position, il y a aussi la position, donc on a dit dans le système solaire, mais il y a aussi la position dans la galaxie. Donc là, souvenez-vous votre GPS, on est ici. Au centre de la galaxie, alors là c'est l'enfer, il ne faut pas y aller. Ça c'est un grand nom. Au centre de la galaxie, vous allez avoir des étoiles à neutrons, des trous noirs, et vous êtes exposé à des sursauts gamma. On y reviendra plus tard. Ça, c'est reset de la vie. Un sursaut gamma, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et il faut quand même être assez proche du centre, donc pas trop proche, mais assez proche, pour avoir des éléments lourds, pour former des planètes telluriques. Si vous êtes trop en périphérie, vous avez des éléments trop légers, et vous n'êtes pas capable de faire une surface sur laquelle peut se développer la vie. Donc, second critère, la position. Troisième critère, on en a déjà un petit peu parlé, ça va faire sens, c'est la chimie. Et le premier élément le plus important est de très très loin. Alors cette molécule en soi mériterait qu'on passe 3 heures dessus. L'eau, il faut de l'eau. C'est le solvant universel, c'est ce qui permet de rencontrer chaque composé chimique pour en constituer des nouveaux. L'essentiel des réactions chimiques qui se passent dans l'eau. Donc si vous avez de l'eau, c'est vraiment le solvant universel. Alors vous pouvez faire la même chose avec des composés des hydrocarbures. Par contre, vous n'allez pas avoir le même diagramme de transition de phase. Je m'explique, si vous êtes dans du méthane, c'est très soluble pour... de l'ammoniac, c'est très soluble pour les composés organiques. Par contre, la température d'ébullition, c'est 38 degrés. Et 38 degrés, c'est la température idéale pour faire foisonner la vie. Donc si vous avez votre solvant, c'est-à-dire votre solvant qui s'évapore, c'est pas favorable. Alors que l'eau, elle est parfaite, elle gèle à 0 degré, et sa température d'ébullition à la pression atmosphérique est de 100 degrés. Donc vous avez une gamme importante pour pouvoir faire toute la chimie qui nous intéresse. Et créer la vie. L'expérience de Miller, on reboucle dessus, il a eu besoin d'eau, un peu d'électricité, et puis des composés organiques. Composés organiques qui sont le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. C'est 96% du vivant. Quand vous avez ça,
il reste 4% de tout le reste, mais l'essentiel, c'est ces composés-là. Donc il les faut. Et pour pouvoir avoir ces composés, il faut que vous ayez une étoile de seconde génération. Alors il se trouve que depuis le Big Bang c'est il y a 13,7 milliards d'années, il y a une première génération d'étoiles qui a été formée, qu'avec des éléments légers. À l'époque, après le Big Bang, c'est formé que des éléments type hélium et hydrogène, des éléments très légers. Ces éléments ont formé des amas, des poussières qui ont tournoyé ensemble et qui ont constitué les premières générations d'étoiles. Ces générations d'étoiles ont eu leur vie, elles ont consommé leur énergie, et par les réactions de fusion nucléaire, elles ont créé des éléments plus lourds. Donc les éléments plus lourds, c'est le carbone, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote, le fer, enfin tous les éléments du tableau périodique. Mais il faut que vous ayez votre première étoile qui implose, qui expose ces nouveaux éléments, qu'il y a un nouveau tourbillon, des amas, une nouvelle étoile qui se forme avec de l'hydrogène et de l'hélium, et que les éléments lourds soient concentrés un peu plus en périphérie et forment les planètes telluriques, puis les planètes gazeuses à la périphérie. Donc on est obligé, à partir du Big Bang, des 13,7 milliards d'années, d'attendre la seconde génération d'étoiles pour pouvoir avoir la vie organisée telle qu'on la connaît. Donc ces atomes-là sont très importants. Un autre truc que je n'ai pas dit sur l'eau, et qui est décisif à la vie, c'est que l'eau, contrairement à plein d'autres liquides, gèle de haut en bas. Vous prenez de l'huile, ça fige du bas en haut. Vous prenez plein d'autres liquides, ça fige de bas en haut. Ça, quand vous avez la moindre période glaciaire, c'est catastrophique pour la vie, parce que vous gelez absolument toute la colonne d'eau, et tous les poissons qui barbotent dedans meurent. Quand vous gelez par le haut, vous allez créer une couche de glace qui isole l'eau liquide du reste. Et donc, vous pouvez continuer à vivre tranquillement sous des mètres d'épaisseur de glace. Et quand ça dure des millions d'années, la vie peut continuer. Alors que si tout gelait, ce serait reset. Et terminé, fin de l'histoire. Donc, c'est encore une fois, cette molécule d'eau, elle est fascinante. Il faut de l'oxygène. L'oxygène, pourquoi? Alors, on pourrait imaginer d'autres molécules que l'oxygène, mais l'oxygène a plus d'avantages que les autres. C'est qu'elle permet les réactions d'oxydoréduction, c'est ce qui permet de transférer l'énergie. Typiquement, la photosynthèse, c'est une des réactions les plus connues, c'est entre autres une réaction d'oxydoréduction pour pouvoir transférer l'énergie. Donc ça c'est très très efficace pour le faire. Une atmosphère avec de l'oxygène, merveilleux, on en veut. Une bonne température, une pression atmosphérique qui va bien, un pH neutre pour l'eau, ça c'est aussi merveilleux, une salinité pas trop importante, pas trop faible, et des radiations modérées. Quatrième critère, alors c'est un peu antinomique, mais c'est le mouvement et de la stabilité. Alors, je m'explique, le mouvement. Le mouvement, c'est bien d'avoir une lune, parce que la lune, ça crée des marées, et alors ça c'est controversé, mais ça stabilise aussi l'axe de rotation de la Terre. On n'est pas sûr à 100% de cette explication, mais c'est bien d'avoir une lune qui gravite autour de notre astre. Les marées, ça permet de faire circuler l'eau et la matière. Et c'est très bien aussi pour évacuer la chaleur. La tectonique des plaques. Donc la tectonique des plaques aussi, c'est quelque chose qui est très décisif. Donc il y a des réactions nucléaires dans la sténosphère et dans le noyau. Ça crée beaucoup de chaleur, et cette chaleur, elle est évacuée par des plaques tectoniques qui se déplacent. Et quand vous avez des volcans, vous avez des émanations de CO2. Ces émanations de CO2 permettent de les mettre dans l'atmosphère et d'avoir ce fameux effet de serre qui nous est très cher. Et un océan, une grande mer qui permet de réguler tout ça, repiéger un peu de CO2, en remettre dans l'atmosphère et trouver un équilibre qui fasse qu'on a une température qui est correcte pour la vie. La vitesse et l'axe de rotation, ça c'est très important pour les circulations atmosphériques et océaniques, et une saisonnalité. Le fait simplement que notre planète tourne en 24 heures, c'est aussi décisif pour la vie, parce que ça permet d'accumuler de l'énergie la journée, pas trop, de refroidir la nuit, de réchauffer, de refroidir, de réchauffer, et d'avoir quelque chose qui est assez tempéré, avec l'atmosphère et les océans qui régulent tout ça. Si vous avez une face exposée au soleil pendant, je ne sais pas, moi je vais dire n'importe quoi, 70 jours, il va faire sacrément chaud et sacrément sec. Et puis après, 70 jours de nuit, pareil. C'est quelque chose qui est
assez difficile pour la stabilité de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien avoir, mais après, imaginez une vie primitive avec deux bactéries qui se battent en duel et une vie complexe où on se parle entre nous et on est capable de disserter sur le cosmos, il y a un gros gap. Et pour pouvoir se permettre ce gap-là, il faut de la stabilité, donc la stabilité du climat, la stabilité des conditions d'une manière générale. Donc si on résume tous les ingrédients de la vie, il faut au moins tout ça dans la recette pour que ça marche. Alors encore une fois, c'est très anthropocentré, on pourra peut-être imaginer les contre-exemples, mais malgré tout, là-dedans, il y a des incontournables, et on ne voit pas comment la vie pourrait émerger sans tout ce que je viens de dire là. Alors, on a quand même dit qu'il y avait des trillions, billions de milliards de planètes. Forcément, même si ça fait beaucoup de critères, on doit en trouver des planètes qui cochent tout ça. Évidemment, il y en a. On a découvert 5000 exoplanètes sur les milliards de trillions de milliards. On en a seulement trouvé 20 qui sont dans la zone habitable. Donc ça fait déjà très très peu, ça fait une sélection qui est drastique. Malgré tout, et on a, dans notre galaxie, on n'a jamais eu de preuve de biosignature, donc de preuve de la vie. On a un Soleil qui est assez jeune par rapport à d'autres soleils dans notre galaxie. Donc on peut se dire, il y a des soleils un petit peu plus anciens. Statistiquement, il y a forcément dans notre galaxie ou dans une autre la vie complexe telle qu'on la connaît. Pourquoi les aliens ne communiquent pas avec nous? C'est le fameux paradoxe de Fermi. Enrico Fermi, encore un des années 50. Tout a été pensé dans les années 50. Il a énoncé ce paradoxe. Statistiquement, c'est obligatoire qu'on trouve des civilisations avancées, des conditions telles que je les ai égrenées. Pourquoi on n'arrive pas à communiquer? Ça, c'est les quelques exoplanètes qui sont les planètes superhabitables qu'on a pu décrire. Alors, on n'est pas capable de savoir si elles répondent à tous les critères, mais de ce qu'on peut observer au télescope, elles cochent beaucoup de cases. Après, pour pouvoir vérifier tout ce que je vous ai dit sur la chimie de l'eau, sur la stabilité du climat, il faut envoyer une sonde ou il faut y aller en personne. On ne peut pas tout vérifier. Communiquer avec les aliens. On a essayé. C'était un projet farfelu. Alors, il y en a eu plusieurs. Mais c'était un projet farfelu des années 70. Où on a envoyé un message, le message d'Arecibo. C'est ce truc-là. Alors moi, je ne comprends pas moi-même. Je ne suis pas convaincu que les aliens le comprennent. Ça a été envoyé en direction de l'amas d'Hercule. On a pris une galaxie, on s'est dit, allez hop, par là. Depuis les 50 ans où il a été envoyé, depuis 1974, il a parcouru 0,0009% de la galaxie. Pour qu'il puisse parcourir toute la galaxie et atteindre l'amas d'Hercule, il faudra attendre 25 000 ans. Hop, dans 25 000 ans, super, on a une civilisation intelligente à notre niveau, ou même supérieure, qui se dit « Ah, les humains veulent communiquer », on leur répond. Eh bien, il faut attendre 25 000 ans de plus. C'est long. Pourquoi le ciel nous paraît vide? Pourquoi on n'a pas des aliens qui viennent nous voir tous les 4 matins? Est-ce que vous avez des idées? Alors, on a déjà un petit peu évoqué ça. Hein. La distance. Le temps, la distance, effectivement. Il y a un petit personnage que vous allez voir là qui est un peu casse-pied, qui a énoncé une théorie, alors qu'on vérifie dans la pratique, qui est la théorie de la relativité restreinte. Il se trouve que nos chers aliens, aussi brillants qu'ils soient, ils n'ont pas de pouvoir magique. Ça, c'est pas possible. Ils sont contraints par la même physique que la nôtre. La gravité, les ondes, le déplacement dans le vide. Il n'y a aucun objet
qui peut dépasser la vitesse de la lumière. Ça n'existe pas. Donc ça, c'est un obstacle qui est quand même important. Tous les objets qui vont à la vitesse de la lumière n'ont pas de masse, par définition. Donc je ne vais pas détailler l'équation, mais pour des vitesses faibles, on est dans le cadre newtonien, c'est un demi de mv2 pour la vitesse, l'énergie qu'il faut. Quand vous vous approchez de la vitesse de la lumière, donc ça c'est la vitesse que vous atteignez, ça c'est la vitesse de la lumière, on tend ici vers l'infini. Donc en fait, il faut une énergie infinie pour projeter un corps à la vitesse de la lumière. On n'a pas d'énergie infinie, ça n'existe pas, nulle part. Donc c'est pas possible. On peut imaginer tendre vers la vitesse de la lumière, mais jamais l'atteindre. Ça, c'est lié au fait qu'on a une masse. Quand vous êtes une onde, vous propagez, vous n'avez pas de masse, vous propagez à la vitesse de la lumière. C'est bien pratique, c'est pour ça qu'on communique par radio, avec de la fibre, avec ce que vous voulez. C'est des ondes qui se propagent, donc qui vont très vite. Parce qu'elles n'ont pas de masse. Quand on a une masse, il faut payer le tarif. La physique le dit. Enfin, c'est de sa faute, sinon on pourrait faire ce qu'on veut. Juste pour la petite histoire, actuellement, notre manière la plus efficace d'utiliser de l'énergie pour des voyages spatiaux, alors on utilise l'hydrogène, mais si l'énergie qu'on utilise le plus et dont on peut tirer le mieux parti, c'est la fission nucléaire. Donc on utilise l'uranium et on le bombarde pour pouvoir récupérer de l'énergie. En imaginant qu'on récupère tout le stock d'uranium de la Terre et qu'on le mette dans un vaisseau, alors il faudrait déjà pouvoir prendre ces 28 millions de tonnes et puis le mettre dans le vaisseau, on pourrait faire que 1/5 de la distance qui nous permet de sortir de la galaxie. 1/5 du trajet, avec toute l'énergie de l'humanité. C'est quand même assez casse-pied, cette histoire de théorie de la relativité restreinte. Autre chose, alors je vais le cacher, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas du tout envie d'aller à la vitesse de la lumière quand on est un corps? Quand on est une onde, on se propage, on fait ce qu'on veut, on traverse les murs, pas de problème. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas envie d'aller à la vitesse de la lumière? Est-ce que vous avez des idées? Bon, déjà, il faut payer le prix en énergie, on ne peut pas, ou difficilement. Autre chose? Alors, effectivement, l'accélération et le freinage, notre petit corps frêle peut tolérer, on va dire, une vingtaine de G, et on a déjà les organes qui explosent, et on est tout contusionné. On peut tolérer à peu près 1 G d'accélération en continu. Alors, et c'est déjà, ça engage, c'est roller coaster en permanence, jour, nuit, c'est compliqué. Et pour pouvoir atteindre la vitesse de la lumière, il faudrait être à 1 G en permanence. Donc accélérer en permanence. Et puis on se dit, ah mince, j'ai oublié mon paquet de clopes, pour freiner, il faut 1 an de plus. Ça, c'est vraiment casse-pied. Alors, il y a certains scientifiques qui disent, là, on a peut-être à 0,00001% de la vitesse de la lumière avec nos fusées. Ils se disent, si on met un bon coup, on devrait être capable d'un jour atteindre 10% de la vitesse de la lumière. Alors, pour atteindre notre galaxie voisine la plus proche, Andromède, à cette vitesse-là, 10% de la vitesse de la lumière, il faudrait 25 millions d'années. Voilà. Et là, on sera à Andromède. C'est long. Et à la vitesse actuelle de nos fusées toutes pourries, il faut 3 milliards d'années. Donc, plus que les 4,5 milliards d'années de durée de vie de la Terre, enfin de notre système solaire. Donc, l'accélération, le freinage, c'est casse-pied. Les obstacles. Évidemment, quand il faut éviter les planètes, il faut éviter les comètes, il faut éviter les astéroïdes, il faut éviter les poussières, juste une poussière. À la vitesse de la lumière, on percute une poussière, c'est une réaction nucléaire. Donc, admettons, on est très fort, on arrive à atteindre pas loin de la vitesse de la lumière, ou allez, même 10%, ce sera déjà pas mal, ça fait quand même 30 000 km/s. On a trouvé un chemin pour éviter tous les obstacles.
Les radiations. Les radiations, on ne veut pas de ça. C'est la fin du voyage. Donc vous avez dans 1 mètre cube d'air, de vide spatial, vous avez en moyenne 127 000 atomes d'hydrogène. Vous percutez un atome d'hydrogène, vous prenez des quantités de radiation qui ne sont jamais connues historiquement, qui n'ont jamais été connues. Il faut, je sais pas, il faut plonger dans le réacteur de Fukushima ou je ne sais quoi. On peut, ça c'est vraiment pénalisant. L'hydrogène, il y en a de partout, même dans le vide. Pour pouvoir se prémunir de ça, il faudrait un vaisseau avec un bouclier de plomb qui fasse 4 km d'épaisseur. Donc votre vaisseau, il serait difficile à transporter. Et dernière chose pour laquelle vous ne voulez absolument pas aller à la vitesse de la lumière, c'est l'expansion de l'univers. Vous avez vu dans le premier schéma, notre Terre tourne autour de son astre, elle tourne autour d'elle-même, et notre système solaire se déplace tournoie dans notre galaxie. Notre galaxie se déplace également dans l'univers. Depuis le Big Bang, on sait qu'il y a une grande expansion. Et les galaxies s'éloignent les unes des autres, ou se rapprochent, ça dépend des situations. Et il se trouve que, je vous ai dit qu'on ne pouvait pas dépasser la vitesse de la lumière, l'expansion de l'univers, si. C'est cumulatif. Les galaxies, elles peuvent relativement les unes par rapport aux autres, aller au-delà de la vitesse de la lumière. Donc imaginez que vous ayez votre petit vaisseau qui voyage à la vitesse de la lumière, il y a des situations où vous êtes perdu dans le vide stellaire et vous ne pouvez pas, jamais, rejoindre de galaxies. Votre vitesse n'est pas suffisante. Et ne sera jamais suffisante parce que vous ne pouvez pas dépasser les 300 000 km/h seconde. Et bon, un autre truc qui empêche les aliens de nous parler, c'est ce qu'on appelle le grand filtre. Donc il y a des monstres de l'espace. Je vous parlais de stabilité. Nous, on a eu de la chance d'avoir quelques crises où la vie a quand même réussi à s'en sortir sur ces 4,5 milliards d'années. Mais vous prenez un sursaut gamma avec une étoile à neutrons qui pète pas trop loin, terminé, plus de vie, et plus jamais de vie. Magnétar, pulsar, c'est infâme aussi, les trous noirs, les blazars, les quasars, tous les trucs en art, nul. Vous avez aussi des causes internes, ça c'est les causes plutôt externes. Vous avez votre climat qui n'est pas stable, donc finalement votre civilisation alien, elle a pu se développer, elle commence à se dire, ah bah tiens, chouette, je vais aller explorer les autres galaxies. Et puis, pour plein de raisons, le climat se dérègle, la civilisation s'effondre, et c'est terminé. Bon. Et puis aussi, on peut se dire, mais alors ça c'est un peu anthropocentré aussi de le dire, ça peut être aussi les aliens qui sont des civilisations type 1, voire 2, se disent, bon, bah, finalement, je ne suis pas si mal sur ma planète, je n'ai pas envie d'aller explorer d'autres planètes, je vais prendre soin de ce que j'ai, et ça suffira bien. C'est une possibilité. Bon, on n'est pas dans la tête des aliens. Donc, quand on a parlé de toute cette physique très contraignante, très limitante, très casse-pied, il nous reste ça, la science-fiction. Les trous de verre qui permettent de voyager d'une galaxie à une autre en un éclair, les villes avec des bulles de verre si chères à Elon Musk, ça n'arrivera jamais, et la colonisation spatiale, mais dans des films. Déjà pas mal, ou dans des livres, ou dans des jeux vidéo. C'est vrai qu'on rêve tous de faire comme Chewbacca et puis Han Solo, appuyer sur un bouton et crier « vitesse lumière Chewie », et puis en une seconde, prendre des millions de milliards de G et arriver à la vitesse de la lumière, se téléporter dans la galaxie à côté. En plus, même ça ne marche pas. Parce que s'ils vont à la vitesse de la lumière un petit peu plus, ils vont 0,5 au-dessus de la vitesse de la lumière, ben ça n'empêche pas de sortir de sa galaxie. Hein. Il faut des milliers et des milliers et des milliers d'années. Et puis ça, c'est une petite illustration de mon film préféré, Interstellar. Pareil, c'est à un moment donné, comme la physique est très frustrante, il faut accepter quelques postulats. Eux, ils ont dit, bon, bah, c'est trous de verre, c'est des vaisseaux qui voyagent très vite, c'est le paradoxe avec le temps. Bon, bah, ils s'amusent à violer quelques lois de la physique pour faire des films intéressants. Un petit nota bene, cette planète, si vous vous souvenez du film,
c'est une planète qui coche tous les critères d'habitabilité, sauf qu'elle a un astre, une lune, qui est trop importante et qui génère des marées qui font reset tous les jours, et plusieurs fois par jour. Ça amène à réfléchir. Alors, la Terre, elle est quand même, elle a subi des extinctions de masse. Alors, je ne vais pas toutes les égrener ou rapidement. Elle en a subi 5, dont la disparition des dinosaures, et dont une troisième un peu notable, où il y a eu 95% des espèces il y a 2,5 millions d'années, avec une élévation importante de la température. Et sinon, vous avez toujours des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Ici, c'est une grande glaciation. La Terre était une boule de neige. Et c'est le volcanisme qui nous a sauvés avec des émissions de gaz à effet de serre à l'époque. Là, c'est trop de chaleur. Ici, c'est une météorite et un petit peu de volcanisme qui a fait disparaître les dinosaures. Et ça, c'est celle qu'on est en train de créer, la 6e. Alors, elle est en cours déjà. Elle est pas, on pourrait mettre des chiffres, alors qu'ils ne sont pas encore aussi importants que ceux-là, mais qui commencent déjà à se rapprocher de ce qu'on voit là. Et ça, c'est lié justement au dérèglement du climat, à l'effondrement de la biodiversité, aux températures qui augmentent sacrément, et puis aussi au fait qu'on pollue systématiquement la nature. De toute façon, notre système solaire sera plus vivable et notre Terre sera plus vivable dans moins d'1 milliard d'années. Pourquoi ? Parce que notre petit Soleil, qui est là actuellement, qui a vécu ces 4,5 milliards d'années, il est gentiment en train de grossir. Il consomme son énergie, il grossit, il se réchauffe, et il prend de plus en plus de température. Alors dans 5 milliards d'années de plus, il sera une géante rouge. Là, il aura absorbé la Terre. On sera carrément à l'intérieur du Soleil. Et puis après, il va devenir une naine blanche, avoir de moins en moins d'énergie jusqu'à plus rien. Et ça s'arrêtera. Mais ça nous laisse quand même 1 milliard d'années. C'est pas mal. Bon, la conclusion, elle doit vous sembler assez évidente. Même si le sujet il est forcément un peu anthropocentré, on est obligé de se projeter en se calquant qu'est-ce qui marche sur l'homme et qu'est-ce qui pourrait marcher sur les aliens. Aujourd'hui, on peut quand même dire que la Terre, c'est quelque chose, c'est un écrin qui a été fait pour nous, qui est une exception. C'est un petit miracle, alors même si, encore une fois, on a dit qu'il n'y a pas de pouvoir magique, on est tous contraints par la physique, mais qu'il faut préserver. Et on a une responsabilité universelle à le faire. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, j'ai mis quelques ouvrages de référence, des articles scientifiques bien faits, et puis quelques ressources en ligne. Celles-ci sont institutionnelles, celles-là sont des chaînes de vulgarisation scientifique dont je me suis pas mal inspiré. Voilà.